le festin macabre de Vlad l'Empaleur. Et si un prince invitait ses ennemis à un banquet pour les empaler sous leurs yeux horrifiés, Vlad l'Empaleur prince, Valak du XVe siècle, est connu pour ses festins sanglants et sa cruauté légendaire, inspirant le mythe de Dracula. Cette narration, divisée en 7 parties captivantes, dévoile les secrets terrifiants de Vlad l'Empaleur, ses banquets morbides, sa guerre contre les Ottomans et un héritage qui hante encore. Préparez-vous à plonger dans une Valachie où la peur règne en maître. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées, afin que cette histoire glaçante atteigne d'autres passionnés d'histoire. Un prince de sang. Les origines de Vlad l'Empaleur. Imaginez un jeune prince grandissant dans une Valachie déchirée par les guerres et les trahisons, où la cruauté est une arme de survie. Vlad l'Empaleur, né en 1431 sous le nom de Vlad III Draculéa, est le fils d'un prince Valak et membre de l'Ordre du Dragon, d'où son surnom Draculéa, fils du dragon. Les chroniques de l'époque, comme celle de Michael Beheim, décrivent un enfant façonné par un monde brutal, otage des Ottomans dès l'âge de 12 ans. Vlad apprend l'art de la guerre et de la terreur dans une cour étrangère, hostile. En 1448, Vlad revendique le trône de Valachie, un petit royaume coincé entre l'Empire ottoman et la Hongrie. Selon Beheim, il se distingue par une intelligence aiguisée, mais aussi une rage incontrôlable, forgée par des années de captivité. Une analyse psychologique moderne pourrait diagnostiquer un traumatisme précoce, où l'humiliation subie chez les Ottomans alimente une soif de vengeance. Vlad, dès son premier règne, montre une cruauté qui choque même ses alliés. Il punit les traîtres en les empalant, une méthode d'exécution lente et terrifiante. Imaginez-vous dans une forteresse valaque, où Vlad, à peine adulte, préside une cour, où la peur est omniprésente. Une anecdote raconte qu'il invite des boyards nobles locaux à un banquet, pour ensuite les accuser de trahison et les empaler sur des pieux devant leur famille. Ce vestin de sang, décrit par Beheim, marque le début de sa réputation. Pour Vlad, l'empalement n'est pas seulement une punition, mais un message. Personne ne défie son autorité. Ce qui rend cette période si troublante, c'est la dualité de Vlad, héros pour certains Valaques, qui le voient comme un rempart contre les Ottomans. Il est un monstre pour ses ennemis. Les récits ottomans, comme ceux de Laonikos Chalkokondailes, décrivent un prince qui savoure la terreur, organisant des exécutions publiques pour intimider. Une analyse moderne pourrait lier cette cruauté à une forme de trouble de la personnalité antisociale, où le pouvoir et la peur deviennent des obsessions pour les paysans valaques. Vlad est une figure ambiguë, un protecteur contre les envahisseurs, mais un tyran impitoyable. Les rumeurs de ses festins sanglants commencent à circuler amplifiées par ses ennemis ottomans et hongrois. Ces récits, bien que parfois exagérés, reflètent une vérité. Vlad utilise la terreur comme une arme politique. Si ses débuts vous glacent le sang, attendez de découvrir comment ces festins macabres ont terrorisé ses ennemis et façonné sa légende. Les festins de la terreur, la cruauté de Vlad l'Empaleur. Si les origines de Vlad l'Empaleur vous ont captivé, attendez de découvrir comment ces festins sanglants, où il empalait ses ennemis tout en dînant, ont transformé la Valachie en un royaume de peur. Dans les années 1450-1460, Vlad, désormais prince régnant, impose une discipline brutale pour consolider son pouvoir et repousser les Ottomans. Cette deuxième partie explore ses banquets morbides, sa méthode d'empalement et les rumeurs qui enflamment l'Europe. Préparez-vous à plonger dans un monde où la cruauté devient un spectacle.
Si cette histoire vous glace le sang, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années 1450, Vlad l'Empaleur, revenu sur le trône de Valachie après des années d'exil, adopte une stratégie de terreur pour asseoir son autorité. Les chroniques de Michael Beheim décrivent des festins où Vlad invite des boyards ou des prisonniers ottomans, les traitant avec hospitalité avant de les condamner à l'empalement. Ces banquets, souvent tenus dans des forteresses comme Targovishte, sont conçus pour choquer des tables dressées, avec luxe entourées de pieux où agonisent les victimes. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans ces spectacles une forme de sadisme, où Vlad trouve du plaisir dans la peur qu'il inspire. Imaginez-vous à l'un de ces festins où l'odeur du sang se mêle à celle des plats raffinés. Selon Beheim, Vlad dîne calmement, observant les corps empalés avec une froideur glaçante. Une anecdote raconte qu'un noble horrifié par la scène se plaint de l'odeur. Vlad furieux le fait empaler sur un pieu plus haut, déclarant qu'il respirerait mieux là-haut. Cette cruauté, bien que stratégique, reflète une personnalité complexe. Vlad utilise la terreur pour intimider ses ennemis, mais aussi pour satisfaire une pulsion morbide. Ce qui rend cette période si terrifiante, c'est l'ampleur de ses exécutions. Les récits ottomans, comme ceux de Chalkokondyles, estiment que Vlad a empalé des milliers de personnes, dont des prisonniers de guerre, des traîtres et même des paysans désobéissants. L'empalement, une méthode où un pieu est inséré dans le corps pour une agonie lente, devient sa signature. Une analyse moderne pourrait lier cette obsession à une volonté de contrôle absolu, où la douleur des autres renforce son pouvoir. Pour les Valaques, ces festins sont à la fois un spectacle d'horreur et une preuve de la puissance de Vlad. Les paysans, bien que terrifiés, admirent sa capacité à repousser les Ottomans. Une anecdote raconte qu'un émissaire ottoman, voyant des champs d'empalés, tremble d'effroi, répandant la réputation de Vlad comme l'empaleur. Ces récits, amplifiés par ses ennemis, commencent à construire le mythe d'un prince démoniaque. Les boyards, souvent visés par Vlad, vivent dans la peur constante. Les chroniques décrivent comment il élimine les familles nobles soupçonnées de trahison, remplaçant leurs festins opulents par des scènes de mort. Pour les prisonniers ottomans, les banquets de Vlad sont une torture psychologique, un prélude à une fin atroce. Imaginez leur désespoir, invités à un festin pour découvrir qu'ils sont la proie. Les rumeurs de vampirisme émergent alimentées par la cruauté de Vlad et les superstitions médiévales. Bien que sans fondement, ces récits reflètent la terreur qu'il inspire. Si ces festins vous horrissent, attendez de découvrir comment la guerre contre les Ottomans a amplifié la cruauté de Vlad l'Empaleur, le transformant en une légende vivante. La guerre sanglante, Vlad contre les Ottomans. Si les festins macabres de Vlad l'Empaleur vous ont horrifié, attendez de découvrir comment sa guerre contre l'Empire ottoman a transformé sa cruauté en une arme de terreur légendaire. Dans les années 1460, Vlad, déterminé à protéger la Valachie, mène une campagne brutale contre les Ottomans, utilisant l'empalement pour semer la peur. Cette troisième partie explore ses tactiques militaires, ses massacres de masse et les rumeurs qui font de lui un monstre aux yeux de l'Europe. Préparez-vous à plonger dans un monde où la guerre devient un spectacle d'horreur. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. En 1462, Vlad l'Empaleur, à la tête d'une petite armée valaque, défie l'Empire ottoman dirigé par le sultan Mehmed II. Les chroniques de Laonikos, Chalkokondyles, décrivent une campagne où Vlad adopte des tactiques de guérilla, harcelant les Ottomans
avec une sauvagerie calculée. L'empalement devient son arme psychologique. Des milliers de prisonniers ottomans sont exécutés sur des pieux, leurs corps exposés le long des routes, pour décourager l'ennemi. Une analyse historique moderne, comme celle de Radu Florescu dans Dracula, Prince of Many Faces, souligne que cette cruauté, bien que barbare, est efficace pour intimider un ennemi supérieur en nombre. Imaginez-vous dans une forêt valaque où des champs entiers de pieux portent des corps agonisants, une vision cauchemardesque destinée à briser le moral ottoman. Une anecdote célèbre, rapportée par Chalko Kondylis, raconte que Mehmeds II, voyant 20 000 empalés près de Targovishte, est saisi d'effroi, surnommant Vlad l'Empaleur. Cette forêt de pieux devient un symbole de sa terreur, une stratégie qui repousse temporairement les Ottomans. Une analyse psychologique pourrait voir dans cette obsession, pour l'empalement, une projection de sa propre peur, transformée en une arme contre ses ennemis. Ce qui rend cette période si intense, c'est la dualité de Vlad. Pour les Valaques, il est un héros, un prince qui sacrifie tout pour protéger son peuple. Les récits locaux, bien que biaisés, décrivent des paysans célébrant ses victoires, voyant dans ces atrocités un mal nécessaire. Mais pour les Ottomans, Vlad est un démon, un ennemi dont la cruauté dépasse l'imagination. Les chroniques ottomanes rapportent des récits de villages incendiés et de populations massacrées, souvent sans distinction. Les festins de Vlad prennent une tournure encore plus sinistre pendant la guerre. Selon Beheim, il organise des banquets au milieu des champs d'empalés, invitant des émissaires ottomans pour leur montrer sa puissance. Une anecdote raconte qu'un émissaire, refusant de retirer son turban, par respect, est cloué à son propre crâne par Vlad. Ces actes, bien que stratégiques, reflètent une personnalité de plus en plus instable, où la cruauté devient une performance. Pour les boyards, la guerre exacerbe leur peur de Vlad. Soupçonnant des trahisons, il élimine des familles entières, remplaçant la noblesse par des loyalistes. Imaginez la terreur dans les forteresses, où chaque noble redoute d'être le prochain invité à un festin fatal. Pour les paysans, la guerre apporte famine et destruction, mais aussi une étrange admiration pour un prince qui défie l'Empire ottoman. Les rumeurs de vampirisme s'intensifient, alimentées par les récits ottomans et hongrois. Les Européens, horrifiés par les récits de ces massacres, commençant à le comparer à un monstre surnaturel. Si cette guerre sanglante vous terrifie, attendez de découvrir comment la chute de Vlad l'Empaleur a scellé son destin, le transformant en une légende vivante. La chute du prince, la trahison et l'exil. Si la guerre brutale de Vlad l'Empaleur vous a choqué, attendez de découvrir comment sa cruauté l'a conduit à sa chute, trahi par ceux qu'il cherchait à dominer. En 1462, après des années de terreur, Vlad est renversé, emprisonné et exilé, victime de ses propres excès et des intrigues politiques. Cette quatrième partie explore sa chute, les trahisons des boyards et les premières rumeurs qui font de lui un monstre légendaire. Préparez-vous à plonger dans un monde où un prince invincible devient un paria. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. En 1462, Vlad l'Empaleur, affaibli par la guerre contre les Ottomans, perd le soutien de ses alliés. Les chroniques de Radu Florescu décrivent comment les boyards lassés de sa tyrannie se tournent vers son frère Radu, soutenu par les Ottomans. Vlad, trahi par ceux qui l'a terrifié, est forcé de fuir la Valachie. Selon Florescu, il cherche refuge en Hongrie, mais le roi Mathias, Corven, craignant sa réputation, l'emprisonne à Visegrad. Une analyse historique moderne pourrait voir dans cette trahison
Une conséquence inévitable, la cruauté de Vlad, bien que stratégique, aliène ses alliés. Imaginez-vous dans une forteresse hongroise, où Vlad, autrefois maître de la Valachie, est enchaîné sa gloire, réduite à néant. Une anecdote raconte qu'il continue d'inspirer la peur, même en prison. Un garde rapporte qu'il empale des rats pour passer le temps, un signe de son obsession intacte. Une analyse psychologique pourrait interpréter ce comportement comme un mécanisme de défense, une tentative de préserver son identité dans l'humiliation. Ce qui rend cette période si dramatique, c'est la transformation de Vlad en paria. Les boyards, libérés de son joug, célèbrent sa chute, mais les paysans valaques nostalgiques de sa protection contre les Ottomans commencent à le mythifier. Les récits ottomans, comme ceux de Chalkokondailes, amplifient ces atrocités décrivant des festins où des centaines sont empalés. Ces récits, bien que biaisés, renforcent sa réputation de monstre. En Hongrie, Vlad passe plus de 10 ans en captivité. Les chroniques suggèrent qu'il gagne la faveur de Matthias Corvin, peut-être par son charisme ou ses promesses de combattre les Ottomans. Une anecdote raconte qu'il épouse une noble hongroise, cherchant à restaurer son statut. Mais son passé le hante. Les rumeurs de ses festins sanglants circulent dans les cours européennes, le dépeignant comme un démon. Pour les Valaques, la chute de Vlad est un mélange de soulagement et de regret. Les boyards, libres de sa terreur, prospèrent sous Radu, mais les paysans souffrent sous la domination ottomane. Les récits de ces festins deviennent des légendes transmises dans les villages comme des contes d'horreur. Une analyse moderne pourrait lier ces récits à une fascination collective pour la violence, où Vlad devient un symbole ambigu de résistance et de cruauté. Les rumeurs de vampirisme s'amplifient alimentées par les récits de ses ennemis. Les Européens, fascinés et horrifiés, commencent à associer Vlad à des forces surnaturelles. Si cette chute vous bouleverse, attendez de découvrir comment Vlad l'Empaleur a tenté un retour désespéré, scellant son destin tragique. Le retour éphémère. La dernière bataille de Vlad. Si la chute de Vlad l'Empaleur vous a troublé, attendez de découvrir comment son retour, bref et désespéré sur le trône de Valachie en 1476, a conduit à sa mort. Tragique, renforçant sa légende de prince maudit. Après des années d'emprisonnement, Vlad tente de reconquérir son royaume, mais les trahisons et la guerre scellent son destin. Cette 5e partie explore son retour, ses dernières batailles et les récits contradictoires de sa mort. Préparez-vous à plonger dans un monde où un prince déchu joue son ultime acte. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. En 1476, Vlad l'Empaleur, libéré par Matthias Corvin, retourne en Valachie pour reprendre le trône. Les chroniques de Florescu décrivent un homme changé, vieilli, mais toujours animé par une soif de pouvoir et de vengeance. Soutenu par les Hongrois, Vlad mène une campagne contre les Ottomans et leurs marionnettes valaques, mais son armée est faible. Une analyse historique moderne pourrait voir dans ce retour une tentative désespérée de restaurer sa gloire malgré un contexte politique défavorable. Imaginez-vous dans une Valachie ravagée où Vlad, désormais dans la quarantaine, rallie une armée disparate. Selon Beheim, il reprend ses tactiques de terreur, empalant des traîtres pour inspirer la loyauté. Une anecdote raconte qu'il organise un dernier festin sanglant, invitant des boyards pour les exécuter, prouvant que sa cruauté n'a pas faibli. Une analyse psychologique pourrait interpréter ce comportement comme une obsession pathologique, où Vlad, hanté par son passé, ne peut s'empêcher de revenir à ses vieilles méthodes.
Ce qui rend cette période si poignante, c'est la brièveté de son règne. Vlad ne reste au pouvoir que quelques mois avant d'être trahi. Les récits divergent certains, comme Chalco-Condyles affirme qu'il est assassiné par un boyard, d'autres qu'il tombe au combat contre les Ottomans. Une légende raconte que sa tête tranchée est envoyée au sultan Mehmed II comme trophée. Cette fin, bien que macabre, renforce sa réputation de prince maudit. Pour les Valaques, le retour de Vlad est un mélange d'espoir et de terreur. Les paysans nostalgiques de sa résistance aux Ottomans le soutiennent, mais les boyards lassés de sa tyrannie complotent contre lui. Imaginez leur dilemme partagé entre la peur de Vlad et celle des Ottomans. Pour les Ottomans, sa mort est une victoire, mais sa légende continue de les hanter. Les rumeurs de vampirisme s'intensifient après sa mort. Les récits européens, comme ceux de Behaim, décrivent Vlad comme un monstre surnaturel dont l'âme erre dans les forêts valaques. Une analyse moderne pourrait lier ces récits à une tentative de diabolisation, où un ennemi redoutable devient une figure mythique. Si ce retour tragique vous bouleverse, attendez de découvrir comment la mort de Vlad l'Empaleur a donné naissance à un mythe immortel. Les premiers murmures du mythe, la naissance de Dracula. Si la mort tragique de Vlad l'Empaleur vous a secoué, attendez de découvrir comment sa cruauté et ses festins sanglants ont donné naissance à une légende qui transcende les siècles, le mythe de Dracula. Dans les années qui suivent sa mort, en 1476, les récits de ces atrocités se propagent à travers l'Europe, transformant un prince valaque en une figure de cauchemar. Cette 6e partie explore les premiers murmures de cette légende, l'impact de Vlad sur la Valachie posthume et les récits qui lient son nom au vampirisme. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité devient mythe. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Après la mort de Vlad l'Empaleur, la Valachie sombre dans le chaos, mais son nom continue de résonner. Les chroniques de Michael Behaim, diffusées dans les cours européennes, décrivent ces festins sanglants avec une horreur fascinante, amplifiant ces atrocités. Ces récits, souvent exagérés, transforment Vlad en une figure surnaturelle. Une analyse historique moderne comme celle de Florescu suggère que les Ottomans et les Hongrois, ses ennemis, ont délibérément grossi ses crimes pour le diaboliser, renforçant sa réputation de monstre. Imaginez-vous dans une taverne allemande du XVe siècle, où des pamphlets imprimés à Nuremberg racontent les exploits de Dracula, un prince qui dîne parmi les corps empalés. Ces récits, comme ceux de Behaim, décrivent des scènes de festin où Vlad savoure la souffrance de ses victimes, buvant parfois leur sang selon des rumeurs infondées. Une analyse psychologique pourrait voir dans ces récits une projection des peurs médiévales, où la cruauté de Vlad devient une métaphore du mal absolu. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est la transformation de Vlad en mythe. En Valachie, les paysans, bien que terrifiés par sa mémoire, commencent à le voir comme un héros, un prince qui a défié les Ottomans. Les récits oraux transmis dans les villages mêlent admiration et horreur, décrivant des festins où Vlad punit les traîtres avec une justice implacable. Une anecdote raconte qu'un paysan visitant Targoviste jure voir l'ombre de Vlad parmi les ruines de sa forteresse. Pour les Ottomans, Vlad reste un ennemi redoutable, même mort. Les récits de Chalco-Condyles, exagérant ses massacres, contribuent à sa légende, le dépeignant comme un démon assoiffé de sang. Ces récits influencent les premières histoires de vampirisme, alors que l'Europe médiévale
est fasciné par les superstitions. Une analyse moderne pourrait lier ces rumeurs à une peur collective des figures autoritaires, surtout dans une région déchirée par la guerre. Les boyards libérés de la tyrannie de Vlad tentent d'effacer son nom, mais les récits populaires l'emportent. Les pamphlets européens lus dans les cours de Hongrie et d'Allemagne font de Vlad une figure de cauchemar, surnommée l'Empaleur ou Dracula. Pour les Valaques, son héritage est ambigu, un protecteur cruel dont les festins sanglants sont à la fois craints et admirés. Si cette naissance du mythe vous fascine, attendez de découvrir comment Vlad l'Empaleur est devenu Dracula, une icône intemporelle d'horreur. Dracula, éternel, l'héritage de Vlad l'Empaleur. Si les premiers murmures du mythe de Vlad l'Empaleur vous ont fasciné, attendez de découvrir comment son nom, lié à des festins sanglants, a inspiré le personnage de Dracula, devenant une icône intemporelle d'horreur. Des siècles après sa mort, en 1476, Vlad reste une figure ambiguë, héros pour certains, monstre pour d'autres. Cette 7e et dernière partie explore l'évolution de sa légende, son impact sur la culture populaire et les questions qu'il soulève sur la frontière entre réalité et fiction. Préparez-vous à plonger dans un monde où un prince devient une légende immortelle. Si cette histoire vous a secoué, appuyez sur « J'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Au XVIIe siècle, l'histoire de Vlad l'Empaleur, amplifiée par des pamphlets et des récits oraux, devient une légende européenne. Les chroniques de Michael Beheim, reprises par des écrivains comme Bram Stoker au XIXe siècle, transforment Vlad en Dracula, un vampire assoiffé de sang. Dracula, 1897, de Stoker, bien que fictif, s'inspire des récits de ses festins sanglants et de sa cruauté. Une analyse historique moderne comme celle de Raymond McNally dans In Search of Dracula montre que Stoker a puisé dans les récits médiévaux mêlant la réalité de Vlad à des superstitions vampiriques. Imaginez-vous dans une bibliothèque victorienne où des lecteurs captivés par Dracula découvrent un prince valaque dont les festins morbides semblent tirés d'un cauchemar. Les récits de Vlad décrivant des chants d'empalés et des banquets macabres fascinent une Europe moderne avide d'histoires gothiques. Une analyse psychologique pourrait voir dans cette fascination une projection des peurs humaines, la mort, la violence et l'inconnu incarné dans un prince cruel. Ce qui rend cet héritage si puissant, c'est sa dualité. En Roumanie, Vlad est célébré comme un héros national, un défenseur contre les Ottomans. Les récits locaux transmis dans les villages dépeignent ces festins comme des actes de justice punissant les traîtres. Mais en Europe occidentale, il est un monstre, une figure de cauchemar dont les atrocités alimentent l'imaginaire. Une anecdote raconte qu'un touriste, visitant Targoviste au XIXe siècle, jure entendre des cris dans les ruines de la forteresse de Vlad. Pour la culture populaire, Vlad devient une icône. Des films comme Dracula 1931 de Bela Lugosi et des romans modernes s'inspirent de sa légende, le transformant en un vampire romantique ou un tyran sanguinaire. Une analyse moderne pourrait lier cet engouement à une fascination pour les figures ambiguës, où le héros et le monstre coexistent. Pour les Valaques, son héritage reste complexe, un prince qui a sauvé leur terre, mais à un coût inhumain. Les rumeurs de vampirisme, bien que sans fondement, capturent une vérité. La cruauté de Vlad était si extrême qu'elle semblait surnaturelle. Les récits de ses festins, où il dînait parmi les corps, empalés, continuent de hanter l'imaginaire. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, âgés de 18 à 65 ans,
L'histoire de Vlad pose une question. Comment un homme peut-il devenir un mythe? Imaginez-vous dans un cinéma moderne regardant un film sur Dracula, conscient que derrière le vampire se cache un prince bien réel. L'héritage de Vlad perdure des châteaux roumains aux écrans hollywoodiens. Sa légende, mêlant histoire et fiction, est un témoignage de la puissance de la peur. Si cette histoire vous a bouleversé, partagez-la avec ceux qui aiment explorer les recoins sombres de l'histoire. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants.